Bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième webconférence Associatech. Je suis Laurence Arnaud de l'équipe du site Associatech, un site de ressources dédié aux associations gérées par le Crédit Mutuel. Cette base de connaissances associatives fait le tour de tous les sujets de gestion au quotidien des associations. Nous mettons ainsi à leur disposition des infos que nous avons voulu fiables, pratiques, utiles aux associations et mises à jour régulièrement. Dans le cadre de ces mises à jour régulières et de la qualité du site associatech.fr, nous pouvons compter sur les meilleurs experts du secteur sur chacun des sujets. Associatech, avant, pendant et après la crise, est toujours aux côtés des associations. En effet, depuis le début de la crise, tous nos experts ont été mobilisés et le sont encore aujourd'hui pour apporter aux associations leurs meilleurs conseils, outils pratiques et ressources pour les aider à faire face à cette situation particulière. Vous retrouverez toutes ces ressources dans les 2 webconférences précédentes, dans les podcasts experts, l'anecdote qui change tout, dans la page spéciale gestion de crise. Et toutes ces ressources sont disponibles, bien sûr, sur le site associatech.fr. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir 6 de nos experts, Brigitte, Evelyne, Régis, Erwan, Philippe et Nathalie. Je les remercie encore vivement pour leur participation et de pouvoir compter sur eux. Sébastien, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents pour cette troisième webconférence Associatech à l'invitation de Martine et Laurence. Il est question aujourd'hui de faire un point sur l'état des associations un an après le confinement. Une crise sanitaire qui s'accompagne d'une crise économique, évidemment, et d'une crise sociale qui va mobiliser le force vive du pays à travers les associations. Alors, on a une grande enquête il y a un an, au moment du confinement, qui nous a donné pas mal d'éléments sur la façon dont les associations ont vécu cet épisode. Le mouvement associatif, le réseau national des maisons des associations Recherche et Solidarité et le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse avaient montré à l'époque plusieurs choses dans le cadre d'une grande enquête qui avait mobilisé 13 500 décideurs. La première chose, mais on s'en doutait, c'est que l'ensemble des manifestations se sont arrêtées, que dans ce cadre-là, les difficultés avec l'activité salariée et bénévole étaient immenses, et qu'au final, à l'époque, la déléguée générale du mouvement associatif, qui s'appelle Madame Frédérique Funder, avait peur que 30 000 associations soient menacées d'extinction. Qu'en est-il aujourd'hui, un an après? Eh bien, nous sommes bien en difficulté d'avoir cette photographie globale, puisque la grande enquête Covid-19 association, où en sommes-nous aujourd'hui, est en cours. Elle est menée par les 4 mêmes organisations. Et donc, on a des difficultés aujourd'hui à avoir une photographie globale de la situation. Il n'empêche que comptabilité, fiscalité, financement, communication, la crise qu'on a vécue va impacter chacun de ces domaines pour les organisations que sont les associations, et elles devront dorénavant composer au quotidien avec les changements qui sont à l'œuvre. Pour faire le point sur la situation, Associatech a mobilisé 6 de ses experts que je vais vous présenter actuellement et à l'instant. Alors, on va faire le point avec eux et puis on va en profiter pour se projeter sur un avenir de court terme. L'été arrive, la rentrée va être un petit peu particulière. Quelques conseils pour préparer cette rentrée, puis peut-être plus largement quelques conseils pour se projeter dans l'année 2021-2022. J'ai donc autour de moi 6 experts Associatech qui nous ont fait l'amabilité de se rassembler aujourd'hui, alors qu'on le sait, les uns et les autres sommes tous très demandés et mobilisés. J'ai à mes côtés Philippe Gay. Philippe Gay, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Vous êtes responsable de la ligne de service association pour le cabinet Inextenso. Vous êtes président de la commission association, fondation et fonds de dotation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Vous contribuez à ce titre à la rédaction de nombreux textes et ouvrages qui font de vous un acteur incontournable du conseil aux associations et fondations en France. Merci d'être à nos côtés. J'ai également à mes côtés Brigitte Lavanier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, vous êtes docteur en droit, avocate fiscaliste et spécialisée depuis plus de 30 ans dans le droit et la fiscalité des organisations sans but lucratif. Vous êtes directeur scientifique de la revue Juris Association, auteur de multiples articles et ouvrages consacrés à la fiscalité des associations ou aux relations avec des collectivités publiques. Vous siégez en qualité de personne qualifiée auprès du Haut Conseil à la vie associative. J'ai également à mes côtés Régis Chemel de Varagne. Bonjour Régis.
Bonjour. Gilles, vous êtes spécialiste de la responsabilité sociétale des organisations. Vous avez exercé plusieurs responsabilités au sein de Handicap International, où vous avez assuré les relations entreprises et la collecte de fonds événementiels. En 2001, vous avez créé la direction Rhône-Alpes du réseau Les Entreprises pour la Cité. En 2003, vous initiez la sensibilisation des PME à la RSE et la création de plus de 20 fondations d'entreprises. En 2009, vous fondez Oraveo avec la volonté d'accompagner les entreprises dans leur stratégie et leur communication responsable. Vous êtes également cofondateur de Mixer, un réseau d'entreprises réunies pour partager et mutualiser les bonnes pratiques en matière de pratiques responsables. Merci Régis d'être à nos côtés. J'ai également à mes côtés Evelyne Jardin. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour. Evelyne, vous êtes maîtresse de conférences associée en information et communication à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes formatrice auprès de responsables et bénévoles d'associations et vous êtes auteur pour la revue Juriste Association. C'est bien ça? Vous avez tout bon. Merci Sébastien. Evelyne. Merci. Erwan, vous êtes également de nos côtés. Bonjour Erwan. Erwan Royer. Erwan, vous êtes juriste en droit public. Vous êtes directeur éditorial aux éditions d'Alios pour les secteurs publics et associatifs. Vous êtes formateur sur ces thématiques et vous rédigez par ailleurs régulièrement dans des revues spécialisées comme l'actualité juridique du droit administratif, Juriste Association et Juriste Tourisme. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages. C'est bien ça? Tout à fait. J'ai été notamment l'auteur d'un ouvrage sur l'organisation de manifestations avec une co-auteure concernant la partie comptabilité. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Erwan. Nathalie, bonjour. Vous êtes directrice générale du don en confiance. Philippe, vous êtes expert comptable. La crise que nous venons de traverser, évidemment, impacte ou va impacter d'une façon ou d'une autre la comptabilité des associations. De quelle manière est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'information sur ce sujet? Oui, bien sûr. La crise a particulièrement touché les associations, mais différemment selon leur mode de fonctionnement, leur mode de financement et leur secteur d'activité. Certains secteurs comme le spectacle, la culture, l'événementiel, qui ont des ressources qui dépendent directement de l'accueil et de la fréquentation du public, eh bien ces associations-là ont vu immédiatement leurs recettes être stoppées lors des différentes périodes de confinement qu'on a connues. Différemment, les associations qui bénéficient de financement de l'État ont continué à percevoir des subventions, et on va voir que le traitement comptable de ces ressources et de ces financements, eh bien, j'aurais traduit d'une manière distincte dans leur compte. Alors c'est vrai que pour la comptabilité de ces associations, eh bien, on a assisté, puisque maintenant les comptes clôturés au 31 décembre 2020 sont pratiquement tous arrêtés, eh bien, on a assisté donc à des clôtures de comptes et à des fournitures de résultats comptables très, très diversifiées selon les caractéristiques de ces associations. Alors, moi, je dirais que finalement, les clôtures au 30 décembre 2020 n'ont pas été si dramatiques que ça, hormis la première catégorie d'associations que j'évoquais, celles qui puisent leurs ressources de l'activité régulière de recettes occasionnelles. Et on a plutôt assisté donc à des clôtures de bilan 2020 assez excédentaires. Pourquoi? C'est simple à comprendre, parce que lors de la première période de confinement, c'est-à-dire en mars 2020, la plupart des associations donc, avaient déjà collecté leurs cotisations annuelles et il y a pas mal de frais généraux, de dépenses qui ont été stoppés. Les cotisations ayant été encaissées, bon, il y a pas mal d'adhérents qui n'ont pas souhaité, par mesure de soutien également, exiger le remboursement donc, de ces cotisations, de ces adhésions. Par contre, en 2021, début 2021, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une désaffection, on constate une désaffection très, très importante des adhérents pour ces associations. Et là, les associations qui fonctionnent sur les cotisations et les adhésions
connaissent un début d'année 2021 très difficile parce qu'il va falloir réactiver l'adhésion des membres, rechercher une nouvelle fréquentation du public, ce qui est assez aléatoire et assez difficile. Donc là, pour l'instant, elles sont en train de consommer un peu les excédents de trésorerie qu'elles avaient constatés fin 2020, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Et on va s'apercevoir que c'est maintenant qu'elles vont entrer dans des difficultés de trésorerie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'aborderai un peu des recommandations en matière de prévisionnel nécessaire et de budget que ces associations doivent engager parce qu'il faut absolument envisager l'avenir si on ne veut pas être pris au dépourvu. Alors, parmi les associations, les différentes catégories d'associations que j'évoquais tout à l'heure, il y a effectivement le cas des activités qui ont bénéficié de financement public. Alors, je n'aborderai pas ici les activités qui sont réglementées et entièrement financées par des fonds publics sous forme de tarification, de prix de journée ou d'allocation budgétaire. Bon, là, des organismes gestionnaires qui n'ont pratiquement pas connu de rupture dans leur fonctionnement ni dans leur financement, puisque l'activité a continué à courir, que ce soit le secteur qui accueille des personnes handicapées ou effectivement le soutien à l'enfance. Mais par contre, en ce qui concerne les associations qui réalisent des programmes d'action financés partiellement ou en totalité par des pouvoirs publics, par l'État, ministère ou par des autorités administratives que sont les collectivités territoriales, hein, la situation est plus délicate. Alors, on se souvient qu'une circulaire du Premier ministre qui avait été engagée en mai 2020 permet aux financeurs d'engager un dialogue financier avec les associations auxquelles ils versent cette subvention. Et selon la situation dans laquelle se trouvait l'association, donc à la fin de l'année, au 31 décembre, par rapport aux engagements qui étaient pris dans la convention de financement, eh bien, il y avait différentes situations qui pouvaient être envisagées, qui se traduisaient comptablement de façon à bien être en phase avec la réalité. Soit le programme d'action financé était en cours au 31 décembre, mais suspendu à cause de la période d'arrêt d'activité ou de confinement. Et là, comptablement, on pratique ce qu'on appelle des fonds dédiés. Hein. C'est un schéma comptable que je dirais que les gestionnaires d'associations connaissent. Et à reprendre lorsque l'activité va redémarrer, et le tout avec l'accord du tiers financeur, ou alors il est convenu d'ailleurs que le programme pouvait être arrêté et transféré, les financements transférés à un nouveau programme. Soit c'était constaté en produit constaté d'avance, qui est un autre schéma comptable, lorsque la réalisation du programme obéit à une périodicité jalonnée, comme on dit, jalonnée dans le temps, et dont une partie est amenée à s'écouler sur 2021. Dans ces deux cas de figure, il n'y a pas de reversement de subvention, et donc en trésorerie, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'association ne se trouve pas en difficulté puisqu'elle a perçu les fonds et elle va devoir donc les dépenser sur 2021, donc elle ne connaît pas de difficulté de trésorerie. Par contre, il peut y avoir des situations où le financeur exige le reversement de la subvention. C'est souvent le cas lorsque le programme n'a pas du tout été engagé, que le financeur et l'association conviennent de l'annuler et qu'il n'y a pas d'autres programmes à venir derrière. Et à ce moment-là, donc, l'association reverse, souvent c'est un acompte qui était versé, et reverse cet acompte. Et puis une dernière alternative offerte par la circulaire permettait aussi, sur recommandation du ministère, aux financeurs donc de reconsidérer l'objet de la subvention et de dire voilà, on vous a versé un acompte, mais on va le transformer en subvention pure et dure qui va venir couvrir les charges que l'association serait dans l'impossibilité d'assumer par faute de recettes en face. Notamment, ça c'était le cas lors de la première période de confinement qui a pas mal déboussolé effectivement l'organisation des associations comme des entreprises, d'ailleurs c'était le cas. Donc on voit donc que hormis le cas de reversement, les solutions retenues n'ont pas été des solutions d'appauvrissement en termes de trésorerie. Mais par contre, c'est des décaissements qui correspondent, on va les voir arriver dans le premier semestre 2021,
puisque les programmes vont être réengagés et l'association va devoir utiliser les fonds dans le cadre donc de la convention qui était convenue. Donc, vous voyez, là aussi, on va avoir cette nécessité de bien pouvoir maîtriser la trésorerie correspondante, parce qu'on a de l'argent reçu d'avance, mais il va falloir le dépenser et l'utiliser donc au cours de l'année 2021 et surtout en ce moment, je dirais, dans le cadre du premier semestre 2021 et au moment où la reprise d'activité s'opère. Et alors, donc, le dernier cas, eh bien, c'est les associations qui ne bénéficient pas de financement public. Alors, pour ces associations-là, c'est une dynamique entrepreneuriale qui va orienter la reprise de leurs activités. C'est le retour à la fréquentation des adhérents, ce que je disais tout à l'heure, et donc leur clientèle en quelque sorte. Et là, les associations doivent montrer un peu d'inventivité, d'ingéniosité pour présenter des nouvelles actions et recréer du lien social, que chacun retrouve le plaisir du retour à l'activité associative. Et ça, c'est un enjeu important pour ces associations de pouvoir retrouver ce niveau d'activité, parce que derrière, il y a un niveau de trésorerie qui doit être soutenu pour réenclencher, si on peut dire, le rythme vertueux et financier. Et puis, à cette catégorie d'associations, on va ajouter également celles qui bénéficient de dons et de mécénat, qui sont parfois collectés à l'issue d'un long parcours de séduction et de sollicitation auprès du public. Et là aussi, on a connu l'an dernier, au moment de la première période de confinement, un engouement important de collecte de dons pour toutes les actions de recherche scientifique et d'aide sociale qui ont été engendrées par la crise sanitaire du Covid-19. Et depuis, effectivement, donc toutes les chaînes de générosité auxquelles étaient habitués certains organismes se sont épuisées littéralement. Et là aussi, il va falloir réengager les réflexes de solidarité de bon nombre de personnes pour permettre à ces associations de retrouver un niveau de collecte comme elles l'avaient avant, parce que le niveau de collecte a considérablement diminué. Alors, pour l'instant, ces associations ont réduit la voilure, et bien souvent, d'ailleurs, sont des associations qui n'ont pas beaucoup de fonds propres, parce que les seuls fonds d'avance qu'elles avaient perçus sont des fonds qu'elles doivent engager par respect à la volonté des donateurs, et je dirais, les associations doivent utiliser les dons qu'elles ont reçus à la cause pour laquelle elles les ont collectés. Merci Philippe. Dès lors, quels conseils peut-on donner aux associations pour préparer la rentrée? Même, effectivement, si on est dans une période un peu euphorique sur le plan général, parce que tout le monde est un peu soulagé de sortir de cette période de confinement, on est dans un contexte, je dirais, environnemental, économique et financier qui doit faire l'objet de soins attentifs de la part des dirigeants et gestionnaires. Et surtout, la recommandation que je pourrais faire et que tout notre corps professionnel fait, que ce soit d'ailleurs les experts comptables, les commissaires aux comptes ou même les banquiers, c'est d'anticiper. Donc, nous recommandons fortement d'élaborer des prévisions suffisamment cohérentes et réalistes en matière d'exploitation, de charges, de produits, également en matière d'investissement, parce que certaines activités ne peuvent redémarrer aussi qu'avec des investissements à l'appui. Ma recommandation va également sur le fait que ces prévisions doivent être appréhendées sur des périodes suffisamment longues. Parfois, on s'aperçoit qu'un prévisionnel sur 12 mois est insuffisant. Il faut aller bien au-delà que les 12 mois, selon les paramètres et les caractéristiques d'activité de l'association. Et puis, ce qui est absolument indispensable, c'est que lorsqu'on établit un prévisionnel d'exploitation, il faut absolument l'associer avec un prévisionnel de trésorerie.
Et ces documents prévisionnels doivent être actualisés régulièrement et remis en cause au fur et à mesure qu'on a de nouvelles informations qui nous obligent de modifier les chiffres de façon à ce qu'on ait un glissement de l'horizon, comme on dit, qui soit le plus parfait possible. C'est absolument indispensable. Alors, ces documents, il y a des modèles dans la Sociatech, dans le guide de gestion, et vous pouvez les utiliser. Ils sont simples, vous pouvez d'ailleurs, vous avez même des modèles qui sont développés sur Excel, vous pouvez télécharger les tableaux Excel qui vont bien avec toutes les modalités de mise en forme de ces documents. Une recommandation importante aussi, lorsque vous les établissez, soit vous les établissez vous-même parce que vous êtes suffisamment érudit et compétent pour les construire, mais surtout, n'hésitez pas également à vous entourer de conseils, soit votre expert comptable, votre commissaire aux comptes si vous en avez un, et partager l'avis du banquier sur ces documents. Mais bien au-delà de ça, présentez-les à l'organe de gestion de l'association, que ce soit un conseil d'administration, une commission financière ou autre. Il faut absolument que ces documents soient partagés par tous. Plus vous serez à évoquer les chiffres et les tendances et les difficultés qui peuvent apparaître sur ces prévisions, et bien plus vous aurez de chances de trouver des solutions collectives qu'en restant seul devant ces chiffres qui parfois peuvent un peu vous tendre le dos ou vous effrayer. Pour conclure, parce que moi je voudrais pas non plus avoir une conclusion négative, une vision négative et inquiétante, mais les informations sur la situation financière de l'association, j'insiste vraiment sur ce sujet, doivent être partagées avec les interlocuteurs que j'ai cités tout à l'heure, qu'elles soient rassurantes ou préoccupantes. Et surtout quand elles sont préoccupantes, la solution, comme je vous l'ai dit, sera bien plus aisée à trouver collectivement que dans la solitude. Dans les cas difficiles, l'anticipation permettra de réagir et de prendre des bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas, en cas de difficulté, qu'il soit trop tard. Les décisions à prendre, il y a plein de solutions et ces décisions, eh bien, il faut les prendre collégialement. Merci Philippe. Et où vous trouve-t-on sur Associatech ? Eh bien, sur Associatech, Inextinso gère régulièrement, met à jour régulièrement le guide de gestion. C'est un guide qui est assez copieux et assez complet puisqu'on va de la comptabilité, toute la réglementation comptable, jusqu'à l'analyse financière et y compris donc les tableaux de gestion que j'évoquais tout à l'heure qui vous permettent de construire votre tableau de bord, de construire vos prévisionnels d'exploitation, prévisionnels d'investissement et tableau de trésorerie, prévisionnel également. Le guide de gestion est mis à jour 2 fois par an, de manière donc semestrielle. Là, il a été mis à jour donc, au début de l'année 2021 et nous aurons donc une importante mise à jour en juillet 2021 qu'on est en train de préparer avec un chapitre complémentaire qui va concerner donc la mise en place du nouveau règlement comptable concernant le secteur sanitaire et médico-social. Merci Philippe pour votre éclairage. Brigitte, vous êtes spécialiste du droit et de la fiscalité des organisations à but non lucratif. La crise du Covid-19 a évidemment impacté, j'imagine, ces domaines du droit et de la fiscalité. Quels sont les grands changements? De quelle façon est-ce que cette crise a impacté ces domaines d'expertise? La crise n'est pas encore terminée. Nous sortons depuis hier seulement de l'état d'urgence sanitaire. Donc, petit à petit, en particulier à partir du 9 juin,
l'ensemble des associations va pouvoir reprendre les activités habituelles. Pendant cette crise, seules certaines associations, en particulier celles qui s'occupaient d'enfants, ont pu continuer à travailler à peu près normalement. Pour les autres, ça a été une longue période de stand-by et en particulier les associations dont l'activité consiste à recevoir du public. Donc, il est encore un petit peu tôt pour juger de l'impact réel qu'aura cette crise, en particulier sur l'emploi associatif et sur le devenir et le développement de ces associations. Ce que l'on sait, en revanche, d'après une étude, un référé de la Cour des comptes qui est sorti très récemment, c'est que moins de 10% des associations ont mobilisé les aides publiques qui étaient prévues en leur faveur pour les aider à sortir de la crise. Donc, est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est parce que il y a eu également le maintien des subventions publiques pour essayer de faire en sorte que les associations souffrent le moins possible en termes de trésorerie de cette crise? Toujours est-il qu'à ce jour, on n'a pas encore une grande visibilité sur les associations qui peuvent être amenées à disparaître du fait de la crise économique générée par la crise sanitaire. Alors, bien évidemment, les difficultés rencontrées au cours de ces périodes ont été largement le fait de ne pas pouvoir réunir les instances statutaires, en particulier en présentiel. Or, dans le milieu associatif, on aime bien se voir. Et toutes les associations ne sont pas équipées également en matière informatique pour permettre une visioconférence et permettre aisément la réunion des instances. Je constate quand même que depuis le début de l'année 2020, et contrairement à ce qui s'est passé, enfin depuis début d'année 2021, pardon, et contrairement à ce qui s'est passé en 2020, il y a eu en 2020 un état de choc et beaucoup de décisions ont été reportées. Des projets de fusion, par exemple, sont restés en stand-by parce qu'on ne réunissait pas les instances statutaires. Depuis 2021, on s'installe durablement dans la crise. Là, les gens sont sortis de cette tétanie et finalement se sont également familiarisés avec les outils informatiques et on reprend les réunions des instances statutaires à distance. Je constate également que pour beaucoup d'associations, ça a été également le moyen de passer un cap et beaucoup me demandent de modifier les statuts de façon à autoriser la réunion à distance des instances statutaires. Donc, on a passé un cap qui fait que, quels que soient les aléas rédactionnels de certaines ordonnances, désormais, certaines sont outillées pour pouvoir tenir leurs réunions à distance. Par ailleurs, ce que je constate également, c'est que beaucoup d'associations, on a eu la problématique des cotisations encaissées auprès des adhérents alors qu'il n'y a pas eu d'activité. S'agissant de cotisations, il n'est pas obligatoire de rembourser celles-ci. Mais pour beaucoup d'associations, ça a été également le moyen de repenser la notion de mécénat et de don. Et pour limiter
pour permettre à l'association de conserver ces sommes, mais limiter l'impact financier pour les adhérents, d'utiliser la possibilité offerte par la loi sur le mécénat, considérant que des cotisations sans contrepartie matérielle sont assimilables à des dons et peuvent donner lieu à l'émission de reçus fiscaux. De même, lorsque dans certaines associations, on distingue la cotisation du prix de la prestation de service rendue par l'association, et lorsque ces prestations de services ont été annulées du fait des confinements, eh bien, il est possible, là aussi, par une renonciation de l'adhérent à demander le remboursement de ce prix, de transformer celui-ci en un don déductible au titre du mécénat. Donc, cette solution est quand même intéressante, même si pour l'adhérent, cela ne couvre pas l'intégralité de la somme du fait de cet avantage fiscal, mais ça permet à l'association de conserver cette trésorerie tout en limitant la perte financière pour l'adhérent en transformant ce prix en un don déductible au titre du mécénat. Ok, merci Brigitte pour ces éclairages parfois vitaux, j'imagine, pour un certain nombre d'associations. Quelques conseils pour préparer la rentrée, pour rentrer dans cette saison 2021-2022? Alors, nous avons à signaler 2 lois qui vont être publiées incessamment sous peu et qui reprennent des propositions présentées par le HCVA au Premier ministre visant à améliorer la trésorerie des associations. En particulier, une disposition intéressante concernant la possibilité de conserver des reliquats de subventions non utilisés, dès lors que l'activité subventionnée a été bien entendu correctement effectuée. Le Parlement vient de terminer cette phase d'élaboration de ce texte. En principe, des subventions devront être versées dans un délai de 60 jours, mais il est possible pour les collectivités publiques de modifier ce délai de 60 jours, notamment pour l'allonger. Et il est possible également, par voie de convention de subvention, de négocier la possibilité avec la collectivité publique versante de fait de conserver des reliquats de subvention. Donc, il me paraît extrêmement important de nouer des liens forts avec les collectivités locales, de leur préciser les besoins et négocier avec elles dans l'élaboration d'une convention d'objectifs les modalités de versement et de calendrier de versement des subventions et les modalités de détermination de ce qu'est un bénéfice raisonnable, de façon à ce que l'association puisse, par ce biais-là, améliorer sa trésorerie. Par ailleurs, nous avons une autre disposition qui est tout à fait intéressante parce que malheureusement, c'est dans cette période de sortie de crise et de la fin progressive du quoi qu'il en coûte, eh bien, nous avons également un texte qui vient atténuer la responsabilité financière des dirigeants d'associations lorsqu'ils ont commis de simples négligences dans la gestion de l'association. Donc, par ailleurs, la loi du 31 mai 2021 de sortie de l'état d'urgence, de la crise sanitaire, autorise le gouvernement par décret à prévoir des procédures allégées
dans le cadre de dépôt de bilan des PME. Donc, ça devrait intégrer aussi les associations dans le cadre de procédures collectives pour faciliter, là aussi, la sortie de crise de ces associations et chercher des solutions de redressement. Merci Brigitte. Un dernier mot peut-être sur le lien avec les pouvoirs publics. Alors, effectivement, ce que l'on a constaté quand même, c'est que globalement, les pouvoirs publics en matière de subventions ont assez bien joué le jeu en maintenant les financements publics aux associations avec simplement un engagement de report de l'activité. Ont eu beaucoup plus de difficultés en la matière les associations qui étaient liées au pouvoir public par des marchés publics, puisque le paiement d'un marché public, normalement, c'est au regard du service fait. Et quand le service n'était pas fait, eh bien, il n'y avait pas de paiement du prix des marchés publics. Donc, en la matière, c'est également une hypothèse dans laquelle on peut demander aux collectivités publiques de cesser d'avoir peur des subventions et que chaque fois que cela est juridiquement possible, bien entendu, de ne pas éliminer l'hypothèse de la convention de subvention, la convention d'objectif, au profit d'un contrat de la commande publique. Merci beaucoup Brigitte. Où vous trouve-t-on sur Associatech? Eh bien, sur le guide fiscal des associations, tout simplement. Et également dans certains propos d'experts qui émaillent l'ensemble de cette base de données et d'informations qui est l'une des meilleures en France. Evelyne, bonjour. Donc, vous êtes spécialiste de la communication associative et j'imagine que cette crise de la Covid, en termes de communication, a forcément des incidences et des impacts. Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette question? Alors, j'ai relevé deux impacts majeurs. Il y en aurait pléthore et on manque de temps. Donc, premier impact, c'est le fait que nous tous, toutes et tous, nous nous soyons retrouvés sur Internet par la force des choses, j'ai envie de dire. Donc, on a vu du coup le boom, par exemple, du e-commerce et on a vu aussi le boom des messageries instantanées. Je pense que nous, tous là, experts, on a fait des réunions Zoom, Teams, on a fait du WhatsApp, voilà. Donc j'ai envie de dire que tous les citoyens se sont donc retrouvés sur l'Internet. Et j'assistais récemment à une visio donnée par Facebook France, où nous avons eu accès à des statistiques qui ne sont pas complètement publiques, mais je vais quand même me permettre de chiffrer ce boom. Donc, on a appris, par exemple, que les visios WhatsApp ont fait une hausse de 1000% pendant le confinement. On a appris que les lives sur Instagram, alors je ne sais pas si vous le savez, mais Instagram est dans le giron de Facebook. Donc, sur Insta et sur Facebook, on fait des chiffres qui ont été multipliés par 2 pendant le confinement. Donc, on a eu un investissement de ces espaces d'échange, que ce soit des espaces d'échange instantanés ou non instantanés. Alors, après ce constat, vous me direz-vous, et alors, que se passe-t-il du côté des associations? Et bien moi, justement, j'ai envie de dire aux associations, que s'est-il passé de votre côté? Est-ce que vous aussi, vous étiez présents dans ces espaces d'échange où tout le monde est arrivé? Et j'espère bien que vous étiez présents. Mais j'entends beaucoup d'associations qui vont me dire « Ah bah,
on n'avait pas d'activité. Donc on n'a rien à dire. Mais si, on a toujours quelque chose à dire. Et j'ai envie d'ajouter, c'était le moment ou jamais de dire les choses pour capter une audience qui était à l'écoute et qui était disponible. Donc, j'espère que vous avez été présents sur ces espaces et j'espère que vous avez aussi regardé les statistiques de fréquentation, les statistiques d'audience sur ces différents espaces numériques. J'espère que vous savez que Facebook a un onglet d'ailleurs bien fourni sur les statistiques, Instagram aussi, tous les réseaux sociaux ont ce genre d'outillage et j'espère donc que vous vous en êtes absolument servi pour savoir quels sont, par exemple, le post qui a le plus cartonné pendant le confinement. Et vous allez me dire, bon, et alors, qu'est-ce que ça peut faire que j'ai cette information? C'est important pour ajuster votre stratégie de communication. On ne peut pas naviguer à vue en se disant, bon, c'est juste important que l'on soit sur Facebook. Oui, ok, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. On est sur Facebook pour faire quoi? Pour toucher quel genre de public? Pour communiquer sur quoi? Et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Parce que les associations n'ont pas de temps à perdre. Elles ont généralement pas de professionnels qui sont aux manettes de la communication. Ce sont très, très souvent des bénévoles qui sont aux manettes de la communication des associations. Donc, je dirais qu'il faut encore plus optimiser le temps passé dans les actions de com. Et donc, il faut absolument avoir des indicateurs pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, ça, c'était mon premier constat. Donc, le boom des échanges sur Internet et le fait qu'il fallait être présent à ce moment-là. Deuxième chose, je dirais, c'est le bouleversement sur la communication interne. Pourquoi? Parce que nous nous sommes donc tous retrouvés devant nos écrans, comme aujourd'hui, et donc nous nous sommes retrouvés dans des réunions Zoom, nous nous sommes retrouvés à gérer des tonnes d'emails, nous nous sommes retrouvés à accéder à des espaces partagés, et je constate que de nombreuses associations sont un peu tombées dans une organisation très chaotique. C'est-à-dire qu'elles ont multiplié le nombre d'outils. Et je pense qu'il faut maintenant revenir à plus de rationalisation. Par exemple, je connais des associations qui ont X adresses mail, qui ont des espaces Drive, ce n'est pas 1, c'est 5, voire plus, qui ont donc des tas d'outils de visio. On est complètement perdu. On est dans une organisation de la com interne qui est devenue chaotique. Donc, il faut rationaliser. Comment, me direz-vous? Eh bien, par exemple, l'idéal serait d'avoir un intranet. Mais ça ne concerne que très peu d'associations, les plus grosses. La majorité des associations n'ont pas les moyens de mettre en place un intranet. Donc, que faire? Eh bien, essayer de louer des espaces de stockage en ligne et de ne pas en avoir 5, mais d'en avoir un seul sur lequel vous pourrez accéder à tous vos documents. Il y a des services qui se développent aussi dans ce sens-là, avec des forfaits pas très chers. Mais il faut aussi, c'est un autre conseil, sortir du tout gratuit. On ne peut pas tout avoir gratuitement. C'est un leurre. Et vous le savez, quand c'est gratuit, en plus, c'est vous le produit. Donc, il y a un loup qui est caché dans le bois. Donc, voilà. Donc, mon conseil, c'est de revenir à plus de rationalité sur la com interne en louant des espaces de stockage en ligne où il y aura aussi de l'outillage. Hein. Par exemple, comme un OpenOffice, un LibreOffice en ligne qui va vous permettre de faire des comptes rendus, par exemple, mais à plusieurs et en même temps. Donc, vous allez aussi gagner en efficacité.
Donc ça, c'était mes constats, mes deux constats sur qu'est-ce qui a percuté la communication pendant cette période de confinement et de crise. Ok, merci beaucoup, Evelyne. Alors du coup, peut-être en lien avec ces constats, mais peut-être plus globalement, des conseils pour bien préparer la rentrée alors que l'été et les congés d'été arrivent, pointent le bout de leur nez. Comment est-ce qu'on peut se préparer à une rentrée 2021 optimale par rapport aux enjeux que vous venez de décrire? Alors, c'est vrai que j'avais un peu commencé déjà à griller mes cartouches en vous donnant déjà des conseils, mais j'en ai encore quelques autres dans ma besace. Et alors, mon conseil phare, et j'ai envie vraiment de pilonner ce conseil, c'est la sécurisation. Il faut renforcer la sécurité. Les cyberattaques ont explosé. Je n'ai pas de chiffres clés à vous donner, mais ça devient maintenant, je dirais même, un commerce illégal qui est tombé aux mains de diverses mafias. Et donc, c'est devenu aussi, du coup, un commerce très bien organisé, malheureusement pour les victimes. Et les associations sont souvent victimes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont souvent des moyens réduits par rapport aux entreprises et elles sont souvent très mal armées en termes je dirais, de formation aussi de leurs utilisateurs. Alors, j'ai envie de rappeler quelques gestes barrières. Je vais faire une petite liste sur les gestes barrières fondamentaux. Premier geste barrière fondamental, c'est sécuriser vos mots de passe. Il faut des mots de passe longs et variés. Et mon conseil, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des phrases de passe. Donc, vous pourrez taper phrase de passe dans votre moteur de recherche préféré et vous verrez ce que c'est, vous verrez comment on utilise ce genre de technique. Deuxième conseil, et j'en ai discuté récemment avec une chargée de communication d'Amnesty International qui a vu son compte Instagram piraté. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas activé la double authentification de leur compte. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Il faut systématiquement activer les doubles authentifications de tous vos comptes, que ce soit des comptes de courriel ou que ce soit des comptes de réseaux sociaux. Troisième chose, il faut absolument avoir tous les systèmes d'exploitation, que ce soit sur vos ordinateurs, mais j'insiste aussi sur vos smartphones, qui sont extrêmement piratés. Donc, les systèmes d'exploitation de vos smartphones doivent aussi être mis à jour, ainsi que les logiciels, et ainsi que tous les CMS. Donc, ça, ce sont des outils qui permettent de faire tourner les sites Internet, qui sont eux aussi susceptibles d'être piratés. Autre geste barrière, faites en sorte de toujours naviguer en mode sécurisé. Donc, vous savez, le mode sécurisé, c'est HTTPS, hein, mais ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais non suffisant. Donc, mon conseil additif, c'est d'installer une extension qui s'appelle HTTPS Everywhere, donc de l'ajouter aussi en plus sur vos navigateurs préférés. Autre geste barrière, attention aux objets connectés. Ils sont bourrés de failles de sécurité. Donc, je vois Régis qui a une montre. J'espère que ce n'est pas une montre connectée. Parce que là, Régis, j'ai peur. Je frémis pour toi. Donc, attention aux objets connectés et qui se multiplient dans nos maisons, sur nous. Donc, faites attention à ça. Dernier conseil sur la sécurité, c'est les sauvegardes. Mettez en place des routines systématiques de sauvegarde. Et les sauvegardes doivent être faites en local. Ça veut dire quoi en local? Ça veut dire sur vos ordinateurs, mais aussi sur des espaces en ligne. Vous avez tous entendu l'incendie d'OVH qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps
que ça. Énormément d'associations avaient leur site hébergé chez OVH, mais n'avaient pas effectué de sauvegarde. Le résultat, c'est que les contenus des sites ont été complètement perdus. Donc là, on est en plus de la sécurisation, hein, je dirais qu'on est dans des principes aussi d'hygiène numérique. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'espère qu'on aura l'occasion de sortir du tout numérique, hein, parce que voilà, les réunions Zoom, les écrans, ça nous fatigue et les associations ont absolument besoin de liens sociaux. Donc j'ai hâte aussi qu'on puisse reprendre des activités hors numérique. Et pour la communication, j'ai envie aussi de donner le conseil de se préparer à mettre en place donc tous les contenus print, hein. On va revenir vers une communication print et particulièrement dans ce qui est de la communication print d'affichage. Nous, les individus, nous allons réinvestir les espaces publics, donc il faut absolument être de nouveau visible dans l'espace public par une communication print. Merci beaucoup, Evelyne. Où vous trouve-t-on sur le site Associatech? Alors, je veux profiter aussi de ce moment pour faire un peu d'autopromo. On trouve aussi mon hors-série, qui est un guide pratique sur la communication web chez Juris Association. Ah oui, alors j'en profite aussi pour rebondir sur ce que nous racontait aussi Régis sur la communication responsable. Il y a un excellent guide qui a été édité par l'ADEME l'année dernière, 2020, hein, qui est très récent. Donc, je vous conseille aussi vivement de parcourir ce guide avec plein de cas pratiques. Voilà, c'est pas du tout théorique, hein. On vous aidera à mener une communication responsable de A à Z. Et puis, donc, bien évidemment, on peut me retrouver sur Associatech dans le guide communication, sur aussi des avis d'experts, mais je fais aussi des interviews d'autres experts, parce que je n'ai pas la connaissance infuse, je ne suis pas Evelyne Jardin universalis. Donc, j'interviewe d'autres experts, par exemple en cybersécurité, par exemple sur la question du RGPD. Donc, je vous invite aussi à lire leurs précieux conseils. Toujours sur Associatech, bien sûr. Merci beaucoup, Evelyne, pour ces constats et ces conseils avisés sur la communication et la sécurité des réseaux. Merci, Evelyne. Régis, vous êtes spécialiste du mécénat. Je le dis de façon un petit peu globale, mais peut-être que vous êtes spécialiste d'autre chose ou que le mécénat est très englobant, vous préciserez tout ça. En tout cas, sur ces enjeux-là, sur ces enjeux de collecte, de lien avec les entreprises, j'imagine que la crise du Covid a aussi des incidences et des impacts. Quels sont-ils et quels conseils vous pourriez nous donner, Régis? Alors, bien évidemment, il y a des incidences comme dans tous les secteurs d'activité. Alors, moi, j'ai deux spécialités, deux domaines d'expertise plutôt chez Associatech. J'interviens aussi bien sur les problématiques de mécénat, effectivement, de relations entre les entreprises et les associations. Et j'interviens aussi beaucoup sur les problématiques de responsabilité sociétale des organisations. Et donc, pour faire le lien avec ce que disait Evelyne à l'instant sur les problématiques de sécurité numérique, moi, je vais aussi aborder le sujet sous la forme plutôt de la sobriété numérique, qui est aussi un autre sujet. Mais quand on rationalise sa sécurité, on gagne en sobriété et ce n'est pas plus mal. Ce qu'on peut observer peut-être pour le coup sur les trois, avant d'arriver aux trois conseils, sur les trois tendances, je vais être du général au particulier. Donc, la première tendance, je pense qu'elle est générale à toute la société et à l'ensemble, elle est plutôt planétaire. C'est qu'on a une vraie prise de conscience sur la nécessité de changer nos modèles à la fois de consommation et nos modèles de production. Et je viens directement sur le thème de la responsabilité sociétale des organisations, avec de cette prise de conscience une logique à la fois de chercher un meilleur équilibre entre un projet de développement, un projet de croissance,
mais aussi des impacts environnementaux et des problématiques sociales si on est employeur, et encore plus quand on est association et qu'on intervient dans le champ de la culture, de l'environnement ou de la solidarité ou encore de l'humanitaire. Donc là, on a cette vraie prise de conscience, cette recherche d'équilibre. Ça se traduit bien évidemment sur des problématiques liées au changement climatique, liées à la biodiversité ou encore aux consommations d'énergie quand on a un siège social ou quand on est dans le médico-social et qu'on accueille du public. Le deuxième point de tendance que j'ai observé, c'est on se posait la question, je me souviens dans cette même conférence il y a un an, on se disait, mais est-ce que les entreprises, compte tenu du choc économique qu'elles viennent de vivre, ne vont pas rationaliser leur budget et du coup réduire leur budget de mécénat? Et en fait, on n'a pas observé ça, justement. On a plutôt observé une continuité, voire même une augmentation. La solidarité globale en France en 2020 a augmenté de 13% selon les derniers chiffres de France Générosité. Donc, on est plutôt dans une continuité, voire cette accélération là aussi. En revanche, on a constaté une baisse des demandes, paradoxalement, une baisse des demandes côté association. On a pas mal de fondations d'entreprises, de fonds de dotation qui nous ont dit « mais nous, on cherche des projets et en fait, on n'a pas notre volet de demande habituelle, donc ça, c'est dommage. » Mais c'est un vrai point qui a, à mon sens, encore une fois, révélé, cette crise a révélé peut-être la fragilité du monde associatif ou la dépendance du monde associatif aux subventions. Ça, c'est vraiment notre culture française, je pense, qui nous freine dans ce rapport à l'entreprise et dans ce partenariat entre le monde associatif et l'entreprise, alors que je pense qu'il est très bénéfique à la fois pour l'entreprise, parce qu'elle gagne en sens, en implication de ses collaborateurs et en concrétisation de ses valeurs, et puis pour le monde associatif, parce qu'elle reçoit des compétences, parce qu'elle a des fonds, bien évidemment, pour mener à bien ses actions, et que dans ce cadre-là, c'est très important si elle veut poursuivre ses engagements sociaux, culturels ou environnementaux. Peut-être le dernier point qu'on peut trouver, mais Evelyne en parlait tout aussi bien, c'est effectivement cette accélération sur le digital. On a vu dans les visioconférences, dans les réunions, dans les webinaires et autres. Mais ça s'est aussi traduit sur la collecte de fonds. Encore une fois, sur l'étude de France Générosité, on a une accélération des collectes. On est passé de 12% des montants collectés, à peu près 4,5 milliards, donc 12% de ces 4,5 milliards en 2019, à 72% en 2020, donc une accélération majeure du jamais vu. Même si on va réduire ou retrouver peut-être un 20-30%, peut-être 40% de cette collecte en 2021, il n'empêche que le gap et le saut, il est passé, il est fait, et donc forcément, maintenant, il va falloir se préparer à cette dynamique-là. Ok, merci Régis pour ces constats éclairants. Alors, quelques conseils pour cette rentrée qui arrive? Les conseils, moi j'en ai effectivement 3. Je pense qu'il est important d'utiliser ces 3 mois pour pallier à l'impréparation qui a été révélée par cette crise. Et donc, la première étape, comme le disait Evelyne, c'est de travailler sur sa présence digitale, la communication. Enfin, si on veut lever des fonds et collecter des fonds, il faut pouvoir communiquer. Et donc, c'est la visibilité. Le digital aujourd'hui est un moyen nécessaire. Donc, il y a à la fois cette nécessité de structurer sa démarche de communication, de présence sur les réseaux sociaux, des outils de collecte, des vidéos pour présenter ce qu'on fait et faire le lien avec le print, bien évidemment, donc quand on aura des dispositifs événementiels de collecte, de bulletins de soutien, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, le digital est incontournable, donc il faut y aller, il faut être présent. Bien évidemment, dans la logique de responsabilité sociétale de l'organisation, réfléchir à sa sobriété numérique.
On a la chance en France d'avoir un mix énergétique qui est à base de nucléaire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est forcément moins émetteur en CO2 par rapport à des énergies fossiles de type pétrole ou charbon. Et donc, vaut mieux choisir là aussi des hébergeurs qui sont présents en France parce qu'ils bénéficient de ce mix énergétique. Et en même temps, on sécurise les données par rapport à la RGPD dont Evelyne n'a pas parlé, mais je suis sûr qu'elle pourrait nous faire une autre conférence sur le sujet. Donc, cette présence digitale avec là aussi la sélection de comment on fait pour collecter des fonds par Internet. Est-ce qu'on ouvre sur son site Internet un espace de collecte avec un module de soutien et un module de collecte de fonds de dons? Ça veut dire qu'il faut voir sa banque aussi avant. Et là, je vous renvoie vers les outils du Crédit Mutuel en la matière. Mais c'est aussi valider les aspects juridiques quand on va collecter des fonds sur Internet parce qu'on tombe vite, suivant les montants qu'on va aller collecter dans les problématiques d'appel à la générosité du public. Donc, ça demande un peu de préparation, tout ça, au-delà du choix de la plateforme, bien évidemment, derrière. Ça peut être aussi une façon de se tester, de commencer à mettre un premier projet sur une plateforme de crowdfunding. Et donc, voilà, c'est un peu mettre à profit finalement ces 3 mois pour commencer à sélectionner et puis à structurer un peu mieux sa présence digitale. Le deuxième conseil, c'est là aussi un peu de travail d'été, si je puis dire, des devoirs de vacances, c'est de commencer à construire sa stratégie de recherche de fonds privés, de partenariat. On a coutume de dire qu'il faut à peu près 1 an entre la première réflexion et puis les premiers dons qui tombent d'entreprise. Ça demande de sélectionner des projets qui sont très spécifiques parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne soutiennent pas des causes, mais véritablement des projets qui ont des impacts. Ça demande de structurer des cibles, d'identifier les bonnes fondations qui sont dans ces thématiques et qui vont pouvoir vous soutenir. Ça demande de chercher quelles sont les entreprises sur le territoire qui sont déjà peut-être engagées et qui cherchent elles aussi des projets. Ça demande de savoir si on va chercher des fonds ou chercher des bénévoles ou chercher des compétences. Voilà, donc ça pose pas mal de questions là-dessus et du coup, ça demande un peu de préparation et de travail, au-delà bien évidemment de la construction des outils, de son dossier de recherche de fonds et de l'offre de partenariat qui est aussi à construire. Et puis, le dernier conseil que je donnerais par rapport à la responsabilité sociétale de l'organisation, les entreprises ont depuis longtemps, depuis les années 2000, déjà structuré pas mal ces démarches-là de RSE, de développement durable, et les associations commencent à prendre conscience aujourd'hui de ces aspects-là. On a reçu récemment un appel d'offres d'une dizaine d'ONG qui faisaient un collectif pour réaliser leur bilan carbone et donc mesurer leur impact sur le changement climatique et leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça, c'est un outil très simple qu'aujourd'hui, toutes les associations peuvent utiliser pour mesurer quelles sont leurs contributions au changement climatique et à agir concrètement sur la réduction de ces émissions de CO2. Surtout si elles sont gestionnaires d'établissements et qu'elles ont des consommations énergétiques qui peuvent être assez fortes sur l'électricité, la climatisation ou d'autres moyens de chauffage qui génèrent du CO2. Voilà, il y a des enjeux derrière ça, bien évidemment des enjeux d'économie d'énergie et de coûts compte tenu des prévisions de l'augmentation des prix de l'énergie dans les années à venir. Identifier ces enjeux, il y a pas mal d'outils sur Associatech là-dessus pour pouvoir cartographier les enjeux socio-économiques et environnementaux, pouvoir les hiérarchiser entre eux et du coup prioriser des plans d'action, se lancer dans des démarches de dialogue avec les parties prenantes. Les collectivités locales ont des attentes sur l'engagement des associations, ont elles aussi des plans climat, ont elles aussi des plans de changement ou des plans de transition écologique. Les partenaires d'entreprises et les entreprises partenaires ont des choses aussi. Donc voilà, il y a des attentes qui peuvent émerger et des points de consensus pour le coup qui peuvent être intéressants pour derrière travailler des plans d'action et d'améliorer l'empreinte environnementale et l'empreinte sociale de votre structure. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire. Merci beaucoup Régis. Où vous trouve-t-on sur Associatech ? Alors sur Associatech, vous pouvez lire nos conseils concernant les partenariats avec les entreprises dans un guide qui s'appelle Partenariat Mécénat. Et puis, on a une partie sur la collecte de fonds auprès des particuliers notamment,
dans le guide le financement de son association. Un dossier thématique sur le développement durable aussi, dans lequel vous pouvez retrouver tous les bons conseils en matière d'application de la responsabilité sociétale à l'organisation. Et puis, si vous voulez nous écouter, on a deux podcasts, dont un dernier qui s'intitule « Une bouteille à la mer », et qui est justement à ce qu'il ne faut pas faire en matière de partenariat entreprise et d'envoi de dossiers de demande de partenariat. Voilà. Bonne lecture à tous et bonne écoute. Nathalie, merci d'être là. Vous êtes spécialiste de la collecte de dons. J'imagine que la crise que nous venons de vivre et de laquelle nous ne sommes pas nécessairement sortis d'ailleurs impacte ce domaine. De quelle façon? Alors pour les organisations qui font appel aux dons, on a d'abord constaté que cette crise, elle avait un impact massif pour elles parce qu'elles ont été impactées à double titre. Elles ont eu une hausse en général de leurs besoins parce que faire ce qu'elles faisaient, ça leur coûtait plus cher, d'une part, dans ce contexte sanitaire contraint, et d'autre part, souvent, elles ont eu des nouvelles missions à remplir ou un afflux de bénéficiaires. Donc, elles ont été vraiment confrontées à un défi majeur. Et donc, pour faire face à ce besoin, elles ont lancé de nombreuses opérations de collecte liées à cette crise sanitaire et sans doute le grand public les a vues. C'était nécessaire pour elles, mais c'était également une fenêtre d'opportunité pour certains qui en ont profité pour faire des collectes parfois abusives. Aux côtés de ces organismes très sérieux qui faisaient des appels nécessaires, il y a eu certaines fois des appels qui n'étaient pas légitimes, à tel point que le gouvernement a pu aussi faire des appels à la vigilance, et nous-mêmes, Dons en Confiance, qui assurons la confiance du donateur, nous avons relayé ces points d'alerte aux donateurs. Globalement, les associations et les fondations qui font appel aux dons et qui sont reconnues et qui agissent dans ce domaine d'action, elles ont pu faire des appels aux dons qui ont été bien soutenus par les citoyens, par nos concitoyens, et on a effectivement noté une hausse de la collecte en général pour ces organisations. Peut-être à l'exception de certaines qui ont quand même souffert parce qu'elles avaient des événements, elles faisaient la collecte sur la base d'événements ou sur la collecte de rue. Donc celles-là, effectivement, elles ont eu des difficultés. Mais globalement, ce qu'on a constaté, c'était vraiment une solidarité de nos concitoyens, et elles ont donné, et il y a eu vraiment un afflux de dons globalement pour ces associations et fondations qui faisaient appel à la générosité de nos concitoyens. Pour autant, ce qu'on a constaté, nous, au Dons en Confiance, c'est un effet qui peut sembler très paradoxal, qui était une baisse massive de la confiance. En effet, au Dons en Confiance, on fait année après année une étude sur la confiance des donateurs, sur les organisations et fondations qui font appel aux dons. Et ce qu'on constate finalement, c'est que dans un environnement fluctuant, année après année, c'est une confiance qui reste très stable, remarquablement stable. Et là, pour la première fois depuis 12 ans que nous faisons cette étude, il y a une baisse de 19 points de la confiance. Donc 19 points, ce n'est pas anecdotique, c'est une baisse majeure. Alors on sait quand même, ça nous a semblé au départ un peu étonnant finalement, en se disant mais il y a plein de dons et en même temps les gens ont moins confiance. En analysant les données de presse, ce qu'on a pu constater, c'est que les donateurs réguliers, ceux qui connaissent les organisations, qui leur donnent de façon régulière, n'ont pas eu cette baisse de la confiance, mais ce sont les donateurs occasionnels. Et l'explication que l'on avance, c'est que les gens, ils ont donné parce qu'ils savaient que c'était nécessaire. Ils se sont dit vraiment, on a besoin de se serrer les coudes et de donner. Et ils ont fait des dons aux différentes associations. Et ils les connaissent moins. Et après, ils se sont dit, dans un deuxième temps, ils ont d'abord donné sous le coup de l'émotion, et dans un deuxième temps, ils se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait de mon argent? Comment a-t-on utilisé mon don? Et est-ce que j'ai bien fait de donner? Est-ce que j'ai eu raison de leur donner? Et donc, c'est comme ça, c'est ces donateurs occasionnels qui ont cette confiance fragilisée, et il est important de restaurer cette confiance. Merci Nathalie. Dès lors, quels conseils pouvons-nous donner aux associations pour préparer la rentrée? Pour préparer la rentrée, le plus important, c'est de restaurer la confiance des donateurs. Alors, la mission du Don en Confiance, sa mission, c'est d'assurer la confiance du donateur pour lui permettre de donner à des associations et fondations en se disant que l'argent ira bien à la cause. Donc, qu'est-ce que c'est que finalement assurer la confiance? C'est dire ce qu'on fait et faire ce que l'on dit. Donc, 3 conseils pour cette rentrée.
suite à cette crise que l'on vient de vivre. Le premier conseil, c'est déjà d'être vigilant sur l'utilisation des dons que vous avez collectés dans le cadre de cette crise. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut rappeler que quand on fait un appel à dons, les dons doivent être utilisés conformément à cet appel. On a vu beaucoup d'appels qui étaient ciblés. Si vous êtes dans le cas d'une collecte générale, donc vous pouvez utiliser vos dons comme à votre habitude. Mais si vous êtes dans le cas d'une collecte ciblée dédiée à une action spécifique liée à cette crise sanitaire, il est impératif, c'est faire ce que l'on dit, de l'utiliser conformément à votre appel à dons. Et un certain nombre d'organisations ont pu collecter bien plus qu'elles n'imaginaient ou qu'elles en avaient un besoin immédiat. Dans ce cas-là, ce n'est pas un souci, on constitue des réserves, mais il faut les utiliser dans le temps, toujours conformément quand même à l'appel à dons. Donc ça, c'est le premier conseil. La bonne utilisation des dons conformément à l'appel. C'est un impératif, c'est ce que vous devez aux donateurs. Le deuxième conseil, c'est encore une fois, si vous avez cette année particulière en termes de collecter davantage, vous devez rendre compte spécifiquement des dons que vous avez reçus dans ce cadre sur la collecte. Donc, vous devez rendre compte aux donateurs. En particulier, on l'a vu, il y a peut-être des personnes qui vous ont donné pour la première fois dans ce contexte, ce sont les donateurs occasionnels dont j'ai parlé précédemment. Et ceux-là, ils se sont interrogés finalement en se disant « mais qu'est-ce qu'on a fait de mon argent? Est-ce qu'on l'a bien utilisé ?» Donc, à cela, vous devez vraiment rendre compte en leur disant « voilà, vous avez bien fait de me donner et voilà ce que j'ai fait de votre argent dans ce cadre spécifique. » Et un donateur rassuré, ça peut devenir ensuite un donateur fidèle. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est finalement la confiance, c'est important de la bâtir dans la durée. Ce n'est pas qu'une question de aujourd'hui on le rencontre parce qu'on a vécu cette crise spécifique, mais dans la durée, pour assurer une relation pérenne, pour avoir des donateurs fidèles et qui vous suivent, il faut être transparent. Au don en confiance, on a une charte dans laquelle on a plusieurs règles qui s'appliquent, dont une qui est spécifique pour être bien transparent vis-à-vis du donateur et de s'assurer qu'on lui rend compte. C'est une règle qui explique comment lui rendre compte. On a promu un document qui est un document de communication vis-à-vis de donateurs qu'on a appelé l'essentiel. Et ce document, c'est un document qui est clair, pédagogique, synthétique et qui comprend toutes les informations qu'on a jugées pertinentes pour assurer la confiance du donateur. Ce document, c'est un impératif pour les organisations qui sont labellisées dans Confiance. Toutes celles-ci doivent fournir à leurs donateurs un essentiel, ce compte rendu annuel, mais toute organisation qui fait appel aux dons peut produire aussi ce document, qu'elles appelleront essentiel ou autrement, si elles le souhaitent, qui reprendra cette information. C'est important pour bâtir la confiance, parce que la confiance est un bien collectif et il est important que tous ensemble, toutes les associations et fondations qui font appel aux dons soient transparentes vis-à-vis de leurs donateurs. C'est ainsi que cette confiance pourra être restaurée dans la durée. Merci beaucoup, Nathalie. Où vous trouve-t-on sur le site Associatech? Alors justement, sur le site Associatech, nous avons publié un guide de l'essentiel pour permettre à tout le monde de bâtir ce document d'information à destination de vos donateurs. Dans ce guide, vous trouverez, c'est inclus les dernières évolutions de la réglementation comptable, et vous trouverez également toutes les rubriques pertinentes qui doivent être communiquées aux donateurs, des explications sur le modèle socio-économique, sur le compte emploi des ressources, sur des exemples illustrés, sur les politiques de réserve, toutes les informations qui doivent partir aux donateurs pour assurer sa confiance dans la durée. Et c'est bien cette mission d'assurer cette confiance dans la durée qui est celle du don en confiance. Et si vous voulez plus d'informations sur la déontologie du don en confiance, sur toutes les bonnes pratiques que vous pouvez utiliser, elle est disponible sur notre site Don en confiance, www.donenconfiance.org. Et là, vous avez accès à cette déontologie, quelle que soit votre taille, votre organisation et la démarche dans laquelle vous souhaitez vous engager. Merci beaucoup, Nathalie. Erwan, vous êtes juriste, spécialiste des enjeux de manifestation. Alors, vous me direz si je me trompe, mais voilà, en effet, la crise du Covid a stoppé net un certain nombre d'activités sur l'espace public. Il y a eu des incidences importantes. Qu'est-ce que cette crise change de façon ponctuelle, peut-être plus durable, sur ces enjeux de manifestation? Puis comment, dans un contexte encore peut-être un peu incertain, préparer l'avenir, la rentrée qui arrive et cette saison 2021-2022?
Alors oui, comme vous l'avez souligné, Sébastien, il y a des changements importants, hein, on l'a vu déjà à travers les différents échanges qu'on a pu avoir les uns et les autres. Changements qui ont été particulièrement impactants pour tout ce qui concerne les activités de manifestation, puisque compte tenu du fait qu'elles se déroulent essentiellement par des échanges, bien entendu, physiques et sur des espaces publics ou privés, elles ont très directement été impactées par la crise sanitaire et les effets des confinements successifs que nous avons vécus depuis le mois de mars 2020. Avec comme principale conséquence une impossibilité tout simplement matérielle ou de très grandes difficultés à maintenir des événements, notamment dans les secteurs culturels et sportifs. Hein, ce sont les deux secteurs qui, à mon avis, en termes de manifestations, ont été très directement et très même durablement impactés. Les textes successifs et les derniers en la matière, en autorisant de nouveau un certain nombre d'activités, que ce soit en intérieur ou en extérieur, n'ont pas totalement d'ailleurs levé ces obstacles, loin d'en faut, notamment concernant les manifestations, puisque on sait très bien que au moins jusqu'à l'automne prochain, nous espérons que la situation, bien entendu, va définitivement nous ouvrir des perspectives plus ouvertes, plus réjouissantes. Mais jusqu'à présent, les règles mises en place sont encore très conditionnées par des effets de jauge et qui impactent très directement et très certainement les manifestations. Alors, bien entendu, il y a des manifestations qui vont pouvoir reprendre, des activités de manifestation par les associations qui vont pouvoir reprendre de façon certaine, et notamment avec les beaux jours, c'est tout ce qui concerne les activités de vide-grenier, etc., de foires à tout, brocantes, etc., voire jeux de loto, loterie, mais d'autres qui sont qui sont à une plus grande échelle, qui sont plus ouvertes, qui appellent à un plus grand nombre de manifestants, et notamment sur des jauges qui sont au-delà de 1000, vont avoir très certainement beaucoup plus de difficultés à pouvoir se mettre en place durant cet été. Je pense notamment aux festivals qui sont encore, je dirais, très incertains pour un certain nombre d'entre eux et pour lesquels les coûts sont supérieurs, bien entendu, aux avantages attendus. Donc voilà, une situation qui reste encore particulièrement tendue sur le terrain de l'organisation des manifestations, en dépit de la libéralisation d'un certain nombre de règles contraignantes en matière de confinement. Je veux m'appuyer là-dessus, d'ailleurs, sur les chiffres que vous avez cités en introduction dans le cadre de l'enquête qui avait été menée l'année dernière et qui est en cours de réactualisation, mais qui montrent qu'à l'époque, 86% des associations ont été obligées d'annuler un ou plusieurs événements en lien avec la période. Donc, je pense qu'il n'y aura pas, ce pourcentage devrait peut-être être un peu en deçà, mais pas fondamentalement différent de celui que je viens de vous citer. Deuxième point négatif concernant les manifestations, c'est la mise en sommeil, bien entendu, des activités, mise en sommeil des bénévoles, également des salariés, pour les associations employeuses, avec très directement un risque de crise des vocations. Il faut savoir qu'à partir du moment où on parlait tout à l'heure, on évoquait entre nous le fait que nous sommes avant tout, et dans le milieu associatif, très, très enclin en relations sociales, bien entendu, et bien à partir du moment où on n'a pas la possibilité de se réunir, du moins physiquement parlant, même si on a pu trouver Evelyne l'a rappelé, en effet, que les moyens de communication digitaux ont été absolument essentiels pour maintenir une forme de lien, mais néanmoins, cela ne remplace pas le lien humain, physique, direct, voilà, et je crois que c'était absolument essentiel dans le cadre, bien entendu, des manifestations, qu'elles soient de nature festive, culturelle, sportive ou autre. Troisième point négatif que j'identifierais, et il a été d'ailleurs souligné tout à l'heure très directement, notamment par Brigitte, c'est la suspension des partenariats du fait de l'absence des activités prévues, notamment, et encore une fois, dans les domaines sportifs et culturels. Ce sont les principaux impactés, puisque ce sont eux qui mobilisent ces partenariats, notamment en termes de financement, qu'ils soient d'ailleurs publics et ou privés.
et particulièrement concernant le financement public, eh bien, à partir du moment où vous êtes sur un système de financement assis sur de la commande publique, généralement des marchés, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, en effet, de maintenir ces sources de financement. En l'absence même, bien entendu, comme l'a souligné tout à l'heure très justement Brigitte, de la possibilité d'exécuter tout simplement les prestations pour lesquelles les partenaires se sont engagés. Mais après ces quelques points négatifs, on peut aussi relever, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, des points positifs. C'est d'abord la mise en place pour les structures employeuses associatives d'aides publiques et de facilités de trésorerie, qui sont absolument essentielles pour pouvoir reprendre aujourd'hui et demain le cours de leurs activités et notamment l'organisation de manifestations, qu'il s'agisse des prêts garantis par l'État ou également, alors je ne vais pas ici citer toute la litanie des aides qui ont été mises en place, mais qui sont très nombreuses, bien entendu, et qui ont été absolument essentielles. Je pense qu'il faut simplement dire une chose, il faut en être conscient, c'est que la France est un des pays au monde qui a le plus mis sur la table de financement. Voilà. Même s'il y a une baisse dans certains domaines, des dons privés également, il y a eu un élan de générosité de la part d'un certain nombre de Français également dans un certain nombre de domaines, et notamment pour soutenir justement ce tissu associatif en vue de reprendre ses activités et ses activités de manifestation. Je mettrai l'accent également sur les points positifs concernant la prise en compte précisément de ce tissu associatif par l'installation d'un fonds de solidarité qui est dédié aux structures associatives. Alors, bien entendu, avec quelques limites aussi, puisque ça ne s'adresse pas à toutes les structures associatives, non pas, et en principe, d'ailleurs, principalement pas à celles qui sont les associations de quartier, qui sont essentiellement des associations de bénévoles, qui ne dégagent pas de chiffre d'affaires en tant que telles, et qui sont donc pas soumises à des impôts commerciaux et qui, a fortiori, ne mobilisent pas d'employés. Donc, en effet, ces structures-là sont mises un peu de côté par le Fonds de solidarité qui avait été mis en place récemment par les pouvoirs publics. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de cas où ce fonds peut jouer, et de façon certaine, afin de permettre une reprise en termes de financement de l'organisation future prochaine de manifestations, notamment de plus grande ampleur. Deuxième point positif que je noterai, et sur lequel je finirai ce questionnement, c'est la poursuite des partenariats avec les collectivités territoriales, notamment, qui ont été maintenus dans certains cas, et qui ont maintenu dans certains cas, je dirais, la totalité des subventions votées. Au départ, ça a été un mouvement un petit peu poussif parce que chacune allait un peu en ordre dispersé. Ça a été le cas en 2020. Par la suite, avec l'adoption de textes, notamment de circulaires, mais également de textes de nature législative, les collectivités ont été fortement incitées justement à maintenir, autant que faire se peut, et tout à l'heure Brigitte l'a très bien rappelé également, la possibilité de maintenir le subventionnement, notamment, y compris lorsque les prestations n'étaient pas totalement effectuées, compte tenu en effet de la situation, bien entendu. Voilà ce que l'on peut dire sur ces points donc négatifs, mais aussi des perspectives positives et notamment d'avenir pour asseoir de nouveau l'organisation de manifestations durant cet été et l'automne, et bien entendu, nous espérons les mois qui s'annoncent l'année prochaine. Merci beaucoup, Erwan. Est-ce que vous avez déjà évoqué plusieurs éléments qui nous permettent d'avoir une vision claire? Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux dirigeants associatifs, aux permanents associatifs, aux bénévoles associatifs pour aborder cette période qui manque de visibilité, quoi qu'on en dise? Tout à fait. Alors, j'identifierai deux séries de points, là aussi, deux séries de conseils. D'abord, à court terme, je pense qu'il y a plusieurs actions à mettre en place, en plus de celles qui ont été tout à l'heure soulignées par Régis et Eline. C'est d'abord s'assurer de pouvoir compter sur les ressources humaines. Alors, encore une fois, c'est le mot-clé, notamment pour l'organisation de manifestations. On ne peut pas organiser un événement, même modeste, sans pouvoir compter sur des forces bénévoles et ou pour des événements plus impactants, plus structurants sur des salariés. Donc, il
faut pouvoir mobiliser ces ressources humaines et pour ça, il doit y avoir des campagnes, à mon avis, qui doivent être menées assez rapidement et dès maintenant à destination des bénévoles pour s'assurer de justement leur motivation. Elle doit être également, cette motivation, testée auprès des salariés qui doivent être disponibles, et là je pense plus exactement aux associations employeuses, en rappelant tout simplement une chose importante que nous avons rappelée à l'échelon national pour chacun et chacune d'entre nous, pour toutes les structures, quelles qu'elles soient, c'est l'importance de la vaccination désormais ouverte à tous et ce depuis quelques jours. Selon l'enquête que dont vous avez rappelé les chiffres en introduction de nos propos, Sébastien, 40% des dirigeants associatifs l'année dernière ont cette préoccupation en tête. Donc là, je pense que c'est également un chiffre qui sera confirmé dans le cadre de la prochaine enquête à venir. Deuxième action à mettre en place, c'est bien entendu relancer les partenariats privés et consulter surtout les sites qui sont nombreux pour connaître les aides à la relance, dans le cas d'ailleurs du plan national France Active, France Relance, qui se généralise tant d'un point de vue national que territorial, notamment aux échelons communal et intercommunaux, mais également au niveau départemental et régional. Ces aides sont nombreuses, elles sont importantes, elles peuvent dans un certain nombre de cas également se cumuler et donc donner de nouveau une bouffée d'oxygène importante, un soutien en termes de trésorerie aux associations pour reprendre et pour, je dirais, commencer à se situer dans une perspective de reprise des manifestations. Enfin, c'est le troisième point à très court terme aussi, même s'il peut s'inscrire également à long terme, mais c'est la communication. Communiquer sur votre reprise d'activité, vous, associations qui organisez des manifestations, notamment lorsque il y a déjà eu des manifestations qui sont récurrentes, qui ont été installées dans le temps depuis et avant la crise. Donc, bien insister et bien communiquer justement sur cette reprise d'activité, éventuellement d'ailleurs en diffusant le calendrier des manifestations qui sont prévues d'ici la fin de l'année 2021 et celles d'ailleurs au premier semestre de l'année 2022. Voilà pour les actions à court terme. À plus long terme, je pense qu'il faut se situer dans une perspective qui doit mener de front deux éléments. La sécurisation des financements, on en a largement parlé. Je me permets simplement d'appuyer là-dessus et je ne vais pas forcément m'étendre, mais je pense qu'il est absolument essentiel, notamment pour l'organisation de manifestations, de compter sur le subventionnement. Essentiellement d'ailleurs pour pouvoir le sécuriser sur des conventions d'objectifs que tout à l'heure Brigitte a rappelé. Je crois que c'est un élément essentiel qui est juridiquement bien encadré depuis des années, qui fonctionne parfaitement et qui doit être complémentaire et différent également du système de commande publique. Il faut également, et à plus long terme, professionnaliser ou en quelque sorte mieux manager les ressources humaines. Qu'il s'agisse d'ailleurs des bénévoles d'une part ou des salariés de l'autre. Manager, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la crise a été impactante pour tout le monde. Elle l'a été dans le sens où il y a une remise en cause d'un certain nombre de choses qu'on considérait comme acquises, y compris pour soi. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une structure associative, qui est habitué à organiser des événements, etc., des manifestations, a pu, je dirais, prendre conscience d'un certain nombre de choses, peut également se remettre en cause, ou a cette volonté de se remettre en cause, et peut-être a envie de changer. Donc, il faut sécuriser là aussi et manager les équipes pour faire en sorte d'appuyer les projets en cours et installer dans un temps durable, dans un temps certain, toutes les actions qui ont été menées jusque-là et qui vont être relancées. Donc, il y a un aspect très important de management, j'insiste bien là-dessus, qui doit être mené par les dirigeants de structures associatives, des plus modestes d'ailleurs, à celles qui sont employeuses et qui s'inscrivent dans un processus peut-être plus professionnel également. Voilà en quelque sorte les conseils, si modestes soient-ils, mais qui me paraissent être importants à rappeler pour réorganiser très prochainement des manifestations. Merci beaucoup, Erwan. Où vous trouve-t-on sur le site Associatech? Alors, on peut trouver sur le site Associatech, à plusieurs endroits. D'abord sur les guides pratiques, et notamment sur celui qui
elle s'appelle « Organiser ces manifestations », en lien également avec un guide à destination plus des collectivités publiques, et qui vient donc en résonance en quelque sorte avec celui sur les manifestations. Également, plus ponctuellement, et pour accompagner certains textes, certaines réformes ou certaines annonces, tout comme Brigitte, Régis et Evelyne ou les autres ou d'autres intervenants du site, nous avons l'habitude également de délivrer certains avis d'experts qui peuvent être utiles justement pour apporter un éclairage plus ponctuel sur tel ou tel aspect. Merci, Erwan. Merci en tout cas à vous. Merci à toutes et tous. Merci aux experts pour vos éclairages précieux qui vont éclairer le chemin jusqu'à la rentrée, pourquoi pas en 2021-2022. J'imagine que vous avez peut-être d'autres questions. Vous trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin sur le site associatech.fr, la base de connaissances associatives dédiée aux décideurs, aux permanents et aux bénévoles des associations. Merci à toutes et à tous. Au revoir.